Bonjour, merci Grégory de m'avoir invité pour cette présentation. Alors j'étais content au début, et puis je me suis aperçu que c'était un sacré cadeau en fait que tu m'avais fait. C'était pas si évident. Alors pour commencer, si ça veut bien marcher, voilà, une présentation de mes conflits d'intérêts. Je pense aussi que c'est pas parce qu'on se situe en situation non médicamenteuse qu'il ne faut pas évoquer les conflits d'intérêts, et j'y reviendrai justement sur l'importance et vraisemblablement des interactions entre thérapeutiques non médicamenteuses et les médicaments, notamment en oncologie. Donc moi, je vais vous parler de l'oncologie. Et donc là, je vais commencer par évoquer quelques problématiques comme ça. Finalement, j'ai eu du mal vraiment à ordonner mes propos, parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. Je ne savais plus où m'arrêter, finalement. Donc déjà, bien sûr, la problématique de savoir comment définir une étude d'intervention non médicamenteuse. Est-ce qu'on est dans de l'interventionnel, du non-interventionnel, médicamenteux, non médicamenteux? Ensuite, la problématique des essais randomisés. Est-ce qu'on doit réaliser des essais? Est-ce qu'ils doivent être réalisés dans le même contexte que pour les médicaments? Doit-on les adapter? Avec notamment peut-être une réflexion sur la hiérarchie un petit peu du développement des interventions non médicamenteuses en allant de la phase 1 à la phase 3, voire même la phase 4. Éventuellement aussi évoquer les études de cohorte. Là, on se rapproche peut-être des études pragmatiques. On verra que des fois, ça n'est pas possible de faire des essais randomisés. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé de se rabattre sur des études de cohorte de qualité. Et puis, bien sûr, évoquer quels critères de jugement pour juger de l'efficacité. Je n'aborderai pas l'aspect médico-économique puisqu'il y aura une session spécifique, mais moi, je serai simplement sur l'efficacité. Donc, peut-on, notamment en oncologie, s'intéresser uniquement aux survies, ou si on est plus dans une approche patient, sur la qualité de vie relative à la santé, la satisfaction de soins. Et donc un point sur lequel je vais essayer de revenir assez régulièrement, ce sera la problématique de l'interaction pour réellement s'approcher de ce que moi je nomme la médecine intégrative en oncologie. Alors les essais randomisés, les interventions non médicamenteuses, déjà qu'est-ce qu'on peut identifier comme intervention non médicamenteuse en oncologie? Alors bien sûr, on pense tout de suite à l'activité physique, éventuellement l'acupuncture, l'hypnose, les barreurs de feu, pour la radiothérapie éventuellement, je pourrais évoquer quelques projets d'études à ce sujet, l'éducation thérapeutique, etc. Mais bien évidemment, il y a aussi la chirurgie. La chirurgie, s'il est évalué en l'absence de traitement médicamenteux, est pour moi une intervention non médicamenteuse. Il en est de même pour la radiothérapie. Et finalement, on s'apercevra, par rapport à cette expérience justement des essais en chirurgie et en radiothérapie, qu'on a les mêmes contraintes que pour ce que vous semblez vous dénommer intervention non médicamenteuse, c'est-à-dire vraisemblablement un problème de standardisation des procédures et aussi le problème de l'aveugle et des placebos. Aussi les phases à envisager. Alors, de plus en plus, en fait, je reviens sur cette problématique puisque actuellement en oncologie, on en est à évaluer par exemple l'intérêt, l'efficacité de l'activité physique pour certaines localisations cancéreuses, dans certains contextes de prise en charge, mais finalement, en y regardant de plus près, il n'y a pas eu d'études vraiment de type phase 1, phase 2, pour élaborer éventuellement les doses, entre guillemets, qu'il fallait réaliser en termes d'activité physique et en fonction du profil de patient. Donc j'essaierai de faire une proposition sur les différentes phases de développement des activités, des interventions non médicamenteuses. Bien sûr, ça a été évoqué également, la généralisation des résultats. À quel patient doit-on s'adresser? Et bien sûr, si on sélectionne des patients pour une étude, les résultats ne seront extrapolables qu'à ces patients qu'on aura sélectionnés. Donc il faut bien réfléchir à ce profil de patient qu'on souhaite étudier, puisque les résultats seront transposables a priori uniquement qu'à ces patients. La problématique donc, de la définition de l'intervention, qui est quelque chose de vraiment crucial pour moi et peut-être de très fastidieux quand on rédige un protocole. On n'en a pas l'habitude puisque habituellement le travail a été fait pour décrire correctement le médicament. On a toutes les indications, les effets secondaires attendus, etc. Là, il faut rédiger de façon très précise et ça demande un travail énorme. Et là, on a une expérience récente en oncologie qui est très intéressante, avec une évolution justement dans l'évaluation des thérapies, des interventions non médicamenteuses. C'est la radiothérapie, avec des problèmes qui sont survenus justement du fait de la qualité de la radiothérapie. Maintenant, pour évaluer la radiothérapie, on est obligé de réaliser des contrôles qualité dans les centres, avant de pouvoir les autoriser à inclure dans les essais. Et on fait même ce qu'on appelle des demi-runs, c'est-à-dire des essais fictifs de réalisation de radiothérapie pour voir s'ils respectent l'intervention telle qu'elle a été définie. Alors peut-être que ce serait une des voies à envisager pour les évaluations des interventions non médicamenteuses.
Problématique de randomisation. Habituellement, dans les essais, on randomise plutôt sur le patient, l'individu. Peut-être que pour les interventions non médicamenteuses, il faut envisager des randomisations en cluster. Et quand il y a des problèmes d'éthique ou éventuellement des problèmes de participation des patients, d'évoquer des randomisations de type méthode de Zelen. Je reviendrai dessus. Alors je reviens là sur la qualification des interventions non médicamenteuses, non pharmacologiques. A priori, est-ce qu'on peut considérer toute action à visée de prise en charge ou thérapeutique qui ne ferait pas intervenir un clinicien comme étant une intervention non médicamenteuse? Pour moi, je ne pense pas, hein, je vous le dis objectivement. Je pense qu'il faut rebasculer la chirurgie, la radiothérapie dans ce champ, à la condition que ça ne soit pas associé à des thérapeutiques classiques. En oncologie, on trouve bien sûr les soins de support, hein, donc ce que j'évoquais, activité physique, intervention des psycho-oncologues, mais il y a aussi tout ce qui relève de l'organisation des soins. Je vous donnerai un exemple à ce sujet, et des services. Et donc la question que j'ai voulu évoquer, c'était existe-t-il une différence avec les essais thérapeutiques classiques? C'est pas forcément si évident que ça, finalement. Alors, la problématique de la standardisation des interventions non médicamenteuses. Bon, comme ça fait intervenir éventuellement des opérateurs, alors ça sera peut-être l'enseignant d'APA, mais ça sera le psycho-oncologue, ça sera le chirurgien. Il y a une variabilité dans la procédure qui est liée à l'opérateur, et ce qui ajoute à la variabilité qui a été évoquée tout à l'heure, intrinsèque au patient. Et donc ça a une incidence importante, puisque ça pourra influencer l'inférence causale qu'on pourra faire à l'issue de l'étude. Et puis on aura éventuellement aussi une perte de puissance statistique. Donc cette variabilité, que moi je considère comme bonne, puisque justement elle se rapproche des pratiques réelles, doit être intégrée, mais elle ne doit pas être considérée uniquement comme un facteur limitant. Il y a le problème de l'effet dose, et ça c'est peut-être moins vu, hein, quand je regarde les activités physiques finalement, qui ont été évaluées, on est sur des doses, on va dire, pour moi que je qualifierais normales, mais est-ce que l'intent, alors j'ai vu qu'il y a une revue de littérature que Grégory a faite sur la notion d'intensification de l'activité physique, qui semblerait négative, mais à mon avis ça a mal été jugé initialement, et il n'y a pas eu, comme on fait pour les médicaments, des escalades de doses pour tester un rapport bénéfice-risque optimal quant aux activités physiques. Donc on peut le décliner pour tout type d'intervention non médicamenteuse. On peut envisager aussi pour des interventions de type prise en charge psycho-oncologique, savoir si la fréquence des rendez-vous ou l'intensité de l'entretien en termes cognitifs, par exemple, pourrait avoir une efficacité plus importante. Un point clé, ça peut être aussi de relier l'impact de l'intervention non médicamenteuse à une efficacité tumorale. Comme ça a été dit, on présuppose qu'on aura plus un impact sur la maladie systémique qu'est le cancer. J'y reviendrai aussi quand on parlera des critères de jugement, mais peut-être aussi que ça pourrait avoir une efficacité tumorale, ce qui contenterait finalement plus les cliniciens, puisqu'il y aurait là, cette fois-ci, une mécanistique associée. Si l'activité physique permet de contrôler la tumeur, alors vraisemblablement, ça a un intérêt pour la prise en charge du patient. On peut l'envisager, par exemple, en disant que si éventuellement l'activité physique, par exemple, permet d'avoir une meilleure observance, alors on aura peut-être une meilleure efficacité tumorale et au bout du compte, une meilleure qualité de vie et une meilleure survie pour le patient. Une autre problématique, bien sûr, c'est le placebo. L'idéal, c'est d'avoir un placebo dans le bras contrôle pour évaluer les interventions non médicamenteuses. Là encore, on peut reprendre l'exemple de la chirurgie. C'est très difficile en chirurgie d'avoir un essai randomisé contre placebo, puisque le placebo en chirurgie, même s'il est faisable, est très compliqué à mettre en pratique. Et donc je pense qu'il faut aussi envisager, dans les interventions non médicamenteuses, la construction de placebos. Et bon, par exemple, on avait réfléchi à ça pour les barreurs de feu, en mimant les gestes qui étaient faits par les magnétiseurs, mais a priori sans visée antalgique. Le problème de la randomisation, moi j'y reviendrai tout à l'heure. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait par rapport à ces interventions non médicamenteuses, par rapport aux médicaments classiques, finalement, c'est la complexité. Les médicaments, c'est un petit peu chiant, entre guillemets, c'est que c'est assez linéaire, c'est assez catégorisé. Et là, pour un méthodologiste, en fait, c'est assez intéressant de réfléchir à toutes ces problématiques. Ça enrichit la problématique méthodologique. Alors j'ai trouvé une revue de la méthodologie des études non interventionnelles ou non pharmacologiques pour la douleur. Et j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu sévères dans leur présentation. Alors, il dit, sur la gauche, vous voyez la figure 1A, il dit ça c'est l'essai thérapeutique, médicamenteux, on cible parfaitement ce qu'on veut faire avec le médicament, pof, on va dans la cible, donc tout est expliqué, tout marche bien.
Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas, parce qu'autrement, on traiterait le cancer. C'est qu'on ne comprend pas vraiment non plus la mécanistique médicamenteuse. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus dispersé qu'on ne le croit autour du médicament, et vraisemblablement peut-être un peu plus restreint à droite pour une intervention non médicamenteuse. On a quand même des hypothèses qui sous-tendent une efficacité probable de l'intervention qu'on souhaite évaluer. Donc moi, je suis moyennement satisfait, parce que ça voudrait dire que finalement, une intervention non médicamenteuse est associée à un biais, et je ne pense pas que ce soit réellement le cas, c'est juste une variabilité qui est liée aux opérateurs et aux patients, qui est conscientisée. Alors les typologies d'études, là c'est pour faire un bref rappel des outils dont on dispose globalement pour faire des études d'épidémiologie clinique, dont les essais thérapeutiques. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on cherche à faire de l'inférence causale, donc on va plutôt aller sur des études explicatives. On va chercher à maîtriser le facteur qu'on souhaite évaluer, donc par exemple, activité physique versus pas. Et donc on peut faire une étude dite expérimentale, c'est le gold standard, l'essai contrôlé randomisé. Mais il y a les études quasi expérimentales, type avant-après, ici ailleurs. Et puis les études observationnelles, j'y viendrai rapidement, sur les études de cohorte, exposées, non exposées, ou des études de type cas témoin, à mon avis, qui ont toute leur place également pour évaluer ce type de problématique. Alors le dogme, c'est ça, mais il y a une explication. On a deux possibilités, soit faire un essai randomisé, parce qu'on va contrôler en fait ce que décidera le médecin quant à l'affectation du bras qu'on souhaite, de l'intervention qu'on souhaite évaluer. Si on laisse faire le médecin, forcément, s'il a une espérance dans l'intervention, peut-être qu'il choisira préférentiellement des patients avec un meilleur profil pour le bras APA par exemple, et qu'il mettra les patients avec un moins bon profil dans le bras sans APA, et après on ne pourra pas faire une conclusion avec une certitude importante quant au résultat de l'essai. Mais on peut envisager quand même des essais pragmatiques, ça a été évoqué, qui puissent répondre à des problématiques de type évaluation des interventions non médicamenteuses, notamment en élargissant les critères de jugement, en réalisant un suivi moins intensif de ce qui peut être fait dans un essai thérapeutique type pour une chimiothérapie, ce qui permettrait éventuellement de favoriser la faisabilité de ces essais. La méthode de Zelen, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, imaginons que l'absence d'activité physique fasse partie des pratiques. On peut envisager éventuellement de randomiser les patients avant de demander leur consentement. S'ils sont dans le bras activité physique qui n'est pas encore un standard, alors on demande un consentement au patient. S'il est dans le bras dit standard, c'est-à-dire sans activité physique, on informe simplement le patient qui sera suivi dans le cadre d'une étude, ce qui permet éventuellement d'accélérer les inclusions dans l'étude et de permettre une plus grande acceptabilité, finalement, de la participation de l'étude, puisque si vous-même, vous êtes patient, on vous dit que vous avez le choix entre activité physique versus pas d'activité physique, peut-être que ça ne va pas vous intéresser de participer à ce type d'étude, puisque vous aurez peut-être une espérance quant à l'efficacité de l'activité physique. Ensuite, le développement des INM. Alors moi, j'ai essayé de revenir un petit peu sur la partie phase 1, à quoi pourrait servir une phase 1 pour des INM. Alors à mon avis, ça doit déjà permettre de construire et de valider la faisabilité de l'intervention qu'on souhaite évaluer. Par exemple, construire une activité physique en testant différentes fréquences, différentes doses, différentes intensités. Ça permet aussi d'envisager d'adapter ces interventions non médicamenteuses aux patients. Il est vraisemblablement peu probable qu'une intervention soit vraie pour l'ensemble des patients. Ça peut dépendre du sexe, de l'âge, d'autres caractéristiques plus liées à la pathologie, etc. Donc il faut essayer des sous-groupes, les interventions adaptées en fonction des sous-groupes de patients. Il faut évaluer les effets secondaires, parce qu'effectivement, il y a vraisemblablement aussi des effets secondaires aux interventions non médicamenteuses. Et bien sûr, évaluer l'acceptabilité. On peut construire une intervention non médicamenteuse, mais si elle n'est pas acceptable pour le patient ou pour la société, ça n'aura pas de sens à la fin. Et puis, il faut en profiter pour développer un plan de contrôle qualité, notamment à l'aide peut-être d'études qualitatives. Comment on va vérifier la qualité d'administration et de réalisation de notre intervention non médicamenteuse. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, on peut envisager une méthodologie de type escalade de dose pour les interventions non médicamenteuses, mais vraisemblablement que ça ne sera pas toujours la méthodologie pertinente. Donc là, pour l'instant, on dispose peu d'outils pour les essais de phase 1 pour évaluer des stratégies qui ne répondent pas à cette hypothèse d'escalade de dose. En gros, plus on augmente la fréquence ou plus on augmente la dose, plus ça sera efficace et plus ça sera toxique. C'est vraiment vraisemblablement pas vrai pour les interventions non médicamenteuses. Donc ça, c'est une méthodologie qui reste à développer, qui n'existe pas. Par exemple,
si on reprend les immunothérapies, elles ne répondent pas à ce schéma, on est obligé de réfléchir à des nouvelles méthodologies de phase 1. Donc je pense que c'est quelque chose à faire pour les interventions non médicamenteuses. Ensuite, si on a bien fait notre phase 1, on peut passer à la phase 2, avec, comme pour le médicament, une phase 2A et une phase 2B. La phase 2A, ça sera plus pour réévaluer la faisabilité de notre intervention. On est dans une situation de design quasi expérimental, c'est-à-dire qu'on va prendre le patient comme son propre témoin. Donc ça sera plutôt l'avant-après. Et on va rechercher malgré tout des signaux d'efficacité, donc par exemple sur des paramètres dits intermédiaires, ce que j'ai appelé surrogate markers. Donc si c'est l'activité physique, on pourra travailler sur des problématiques de fréquence cardiaque ou d'aérobie. Pour la partie phase 2 randomisée, là on cherche vraiment à s'approcher d'une première caractérisation de l'efficacité, notamment en étudiant plus spécifiquement le rapport bénéfice-risque. Et là, je pense qu'il y a une place très importante à ne pas négliger, c'est l'interaction éventuelle avec les médicaments. On ne peut pas concevoir, en tout cas en oncologie, dans le futur, des essais qui n'évalueraient pas conjointement, en fait, une intervention non médicamenteuse et une molécule, puisque probablement qu'il existe des interactions. Donc un exemple très concret que je reprendrai tout à l'heure, c'est par exemple éventuellement l'activité d'une molécule qui s'appelle le bevacizumab dans le cancer colorectal métastatique. Cette molécule, en fait, n'est pas associée pour le moment à de biomarqueurs, c'est-à-dire qui permettent de cibler les patients pour lesquels la molécule serait le plus efficace. En revanche, on s'est aperçu que la graisse viscérale était associée à l'efficacité du bevacizumab chez ces patients. En faisant une hypothèse, mais là, ce n'est pas du tout mon domaine, mais par exemple, on pourrait faire l'hypothèse qu'avec une activité physique adaptée, travaillant peut-être sur la graisse viscérale, on pourrait faire réduire la graisse viscérale de ces patients et optimiser l'efficacité du bevacizumab chez les patients ayant un cancer colorectal métastatique. Et donc là, on est en situation d'interaction. Donc pour moi, le futur des essais thérapeutiques en oncologie, 3 minutes, okay, c'est vraiment de tester cette interaction. Alors les guidelines, ça je vais passer rapidement, vous savez qu'il existe différentes propositions qui ont été faites, mais notamment des consorts pour les études non pharmacologiques qui viennent d'être publiées dans Annals of Internal Medicine, enfin qui viennent d'être publiées très récemment en tout cas, et notamment avec quelques points clés qui sont très spécifiques aux interventions non médicamenteuses, les critères de sélection des centres, décrire de façon très précise l'intervention, le contrôle qualité de l'intervention, et la prise en compte du clustering, c'est-à-dire randomiser les centres plus que les patients. Oui, en effectivement, on peut randomiser les centres si on pense qu'il y aura éventuellement une pollution ou un biais lié à l'expérience des centres quant à la réalisation de l'intervention. Bon, je passe très vite là-dessus, flowchart, clustering, je prends. Donc, important d'auditer les centres avant de participer à l'évaluation des interventions non médicamenteuses, créer des demi-runs, comme j'ai évoqué, au même titre que ça a été fait pour la radiothérapie, donc en gros faire une évaluation des interventions fantômes, avoir une formation spécifique, adosser des études qualitatives à des fins d'audit de qualité, et puis appréhender cette problématique d'interaction potentielle entre médicaments et interventions non médicamenteuses. Donc je passe sur les guidelines, ça on pourra transmettre. Vous voyez que pour décrire correctement l'intervention, il faut dire pourquoi, c'est le rationnel, qui va le délivrer, quand, comment, etc. Donc il faut reprendre tous ces points pour clairement décrire l'intervention. Ça a été fait notamment également de façon plus spécifique pour l'acupuncture. C'est une publication qui reprend ces éléments. Alors 2-3 exemples que j'ai eu à traiter sur l'APA. Donc là, c'est dans le cancer du pancréas, il y a un poster qui sera présenté. Co-critère de jugement principal, donc c'est dans le cancer du pancréas métastatique. Ça sera la fatigue et la qualité de vie. Il y a une randomisation. Au début, on avait envisagé Zelen, mais la communauté médicale n'était pas encore mature pour accepter la randomisation de Zelen. Donc finalement, on est revenu dessus. Il y a une description très précise de l'intervention, etc. Un autre projet qui a été fait, qui est en cours de création avec l'IGR et le groupe de chirurgie C-French, c'est un phase 2 sur l'activité physique en périopératoire pour les cancers digestifs avec une chirurgie majeure. Donc l'idée, en fait, c'est de faire de l'activité physique périopératoire avec 2 schémas qui sont envisagés, quelque chose qui est plutôt apaphile, donc plutôt classique en termes d'activité physique, et puis une autre qui est plus intensif versus activité physique plus classique.
Et puis un projet plus de phase 1, phase 2 aussi qui a été développé en activité physique, cette fois-ci à Besançon, où là le critère de jugement sera la fraction d'éjection ventriculaire et qui sera dédié uniquement aux femmes traitées pour un cancer du sein HER2 positif avec du trastuzumab. Donc là c'est vraiment une première étape pour construire l'intervention et l'adapter à ce type de patiente. Bon, je passe le reste parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je vais aller sur les critères de jugement très vite. Donc les critères de jugement, en tout cas en oncologie, la problématique, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur la tumeur, même si la tumeur est importante. Et donc je pense que pour les interventions non médicamenteuses, il faut avoir un critère qui soit mécanistique, qui pourrait être la tumeur, mais aussi la faisabilité de la chimiothérapie ou d'autres thérapeutiques qui seraient associées à l'intervention, mais également un critère centré sur le patient, qui sera forcément la durée de vie et ou la qualité de vie du patient. Et donc ça, pour un essai de phase 3, pour intervention non médicamenteuse en oncologie, c'est le prérequis des critères de jugement à choisir. J'ai encore un peu de temps, ou j'arrête? Allez, je vais à la conclusion alors. Bon, la vigilance, oui, effectivement, il y a la vigilance à développer, ça c'est important. Bon, moi, je me suis retrouvé confronté avec des études d'intervention non médicamenteuse où on nous demandait une vigilance, mais la vigilance n'avait pas été construite. Donc, pour la passation de questionnaire de qualité de vie, on m'a demandé de faire une vigilance. En gros, ça a correspondu au fait que les patients puissent déclarer un besoin de soutien psychologique, avoir ce soutien psychologique et catégoriser si c'était lié à la passation des questionnaires de qualité de vie. Mais c'est un champ complètement à développer. Voilà, je vais sur la conclusion. Si elle veut bien venir. Donc, pour développer et évaluer les interventions non médicamenteuses, à mon avis, il faut utiliser les mêmes standards pour les essais thérapeutiques. Il ne faut pas avoir de crainte et se positionner au même niveau. Et peut-être justement intégrer la chirurgie, la radiothérapie de façon conscientisée permettrait de se rapprocher de ces standards. Il faut adapter les designs. On a vu notamment que les essais de phase 1, la méthodologie purement statistique ne correspond pas forcément à l'hypothèse d'escalade de dose avec l'augmentation de l'efficacité et de la toxicité. Il faut absolument tester l'interaction avec une intervention pharmacologique, sinon on n'arrivera pas à bien prendre en charge les patients et à progresser dans la prise en charge des patients. Il faut donc faire de la médecine dite de précision, hein, c'est à la mode, personnalisée, et donc ça passe par l'intégration de ces interventions non médicamenteuses. Et puis, je n'ai pas pu l'évoquer, envisager éventuellement, quand ce n'est pas possible de réaliser un essai thérapeutique, des études de cohorte avec un standard de qualité qui soit optimal, notamment en essayant d'apparier les patients selon les critères cliniques et sociologiques. Je vous remercie.